Le cours d'aujourd'hui concerne les tumeurs rénales. Le terme de tumeur rénale englobe toutes les tumeurs bénignes ou malignes, primitives ou secondaires, développées aux dépens du rein. Les tumeurs rénales peuvent toucher l'adulte et l'enfant. Pour l'adulte, 70% des tumeurs sont d'origine maligne. Les tumeurs rénales malignes de l'adulte représentent le troisième cancer urologique après le cancer de la prostate et les tumeurs de vessie. Elles sont largement dominées par le carcinome à cellules claires. Certaines formes bénignes sont importantes à connaître dans l'étude des tumeurs rénales de l'adulte. Concernant les tumeurs rénales de l'enfant, la tumeur la plus fréquente et la plus importante à connaître est le néphroblastome. Dans le traitement des tumeurs rénales de l'adulte, et notamment le carcinome à cellules claires, la chirurgie est le traitement de choix. S'y associe un traitement par chimiothérapie assez souvent et des thérapeutiques ciblées. Des facteurs pronostiques sont importants à préciser dans l'étude anatomopathologique des pièces de tumeurs rénales. Voici le plan que nous allons suivre dans le traitement des tumeurs rénales. Après quelques rappels anatomiques, on va étudier le matériel d'étude que nous recevons au laboratoire, les principales tumeurs rénales malignes de l'adulte, les principales tumeurs rénales bénignes de l'adulte et les tumeurs de l'enfant et notamment le néphroblastome, avant de conclure. Pour le rappel anatomique, le rein a une forme particulière en haricot. Le poids avoisinant les 150 grammes, il présente un cortex et une médulaire. L'unité fonctionnelle est le néphron avec notamment les glomérules et les tubes rénaux. En matière de tumeurs rénales, le matériel d'étude le plus important et le plus fréquemment acheminé au laboratoire est la néphrectomie totale élargie. Sur cette photo, vous noterez le rein qui est coupé en deux avec la tumeur rénale. Cette pièce de néphrectomie est dite élargie car elle est élargie à la graisse, ici. Et au pôle supérieur du rein, notez une petite formation orangée qui correspond à la surrénale. Parfois, la néphrectomie partielle est possible ou obligatoire en cas de tumeur, notamment sur un rein unique. Donc, une néphrectomie partielle peut être acheminée au laboratoire. C'est le cas ici, avec une partie du rein, la tumeur et le tissu environnant qui est emmené dans l'exérèse. La classification des tumeurs rénales a énormément évolué. La plus récente, celle de 2016, comporte plusieurs critères pour permettre de porter le diagnostic. Outre les critères classiques, architecturaux, cytoplasmiques prédominants, il y a de nouveaux critères qui sont inclus dans la classification. La localisation anatomique des tumeurs, la corrélation avec un antécédent rénal connu, l'altération moléculaire spécifique et des syndromes familiaux prédisposants. Commençons par étudier d'abord les tumeurs rénales malignes de l'adulte. Elles sont largement dominées par le carcinome à cellules rénales, qui englobe les carcinomes à cellules claires, les plus fréquentes, 70% des tumeurs malignes, suivi du carcinome tubulo-papillaire, 10%, carcinome chromophobe, 5%, plus autres tumeurs un peu moins fréquentes, mais importantes à connaître. Voici un tableau qui récapitule l'ensemble des tumeurs rénales telles que regroupées dans la classification OMS avec les entités classiques et les nouvelles entités reconnues. Nous nous intéresserons bien sûr aux tumeurs les plus connues, les plus fréquentes, et comme type de description, nous prendrons le carcinome à cellules claires. Anciennement appelé tumeur de Gravitz, elle représente 2% des cancers de l'adulte et 70% de l'ensemble des cancers rénaux de l'adulte. Elle comporte une prédominance masculine de 2 hommes pour une femme.
Elle apparaît surtout vers la 6e décade. Le siège de cette tumeur se retrouve plutôt dans le tube contourné proximal. Dans le carcinome à cellules claires, il y a plusieurs facteurs de risque reconnus. Dans les cas sporadiques, le tabac, l'obésité, l'exposition professionnelle à certains produits dont l'amiante, les produits pétroliers et certains métaux lourds sont connus pour être des facteurs de risque de carcinome à cellules claires. De même, chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, l'atrophie des reins peut engendrer, à terme, le développement d'un carcinome à cellules claires. Pour tous ces patients, une surveillance particulière s'impose. Dans le domaine des tumeurs rénales, la notion de facteur de risque familial est réelle. Ainsi, les patients qui souffrent de certaines maladies particulières, comme la maladie de Von Hippel-Lindau, présentent un risque accru pour le développement de carcinome à cellules claires. De même, il est reconnu certaines entités de cancer du rein héréditaire commun, familial à cellules claires. Il est assez aisé de comprendre que ces formes héréditaires du cancer du rein sont plus rares, mais qu'ils ont certaines caractéristiques particulières. L'âge de survenue est beaucoup plus précoce que les formes sporadiques. Leur développement se fait à un âge plus jeune, autour de 45 ans contre 60 ans pour les formes sporadiques. Il n'est pas rare de retrouver plusieurs tumeurs dans le même rein ou dans les deux reins, de caractère bilatéral et multifocal. Et parfois, ces formes héréditaires rentrent dans des syndromes et donc l'association avec d'autres tumeurs est possible. La maladie de Von Hippel-Lindau dont on a expliqué précédemment qu'elle formait un facteur de risque se présente par plusieurs manifestations cliniques. Des adénocarcinomes et des kystes rénaux, des tumeurs au niveau de la rétine, hémangioblastomes, mais aussi du système nerveux central, des kystes et des tumeurs pancréatiques, des phéochromocytomes, des tumeurs du sac endolymphatique, des cystadénomes de l'épididyme. Plein de tumeurs sont possibles, associées entre elles à des fréquences diverses. Devant la suspicion de cette maladie, évidemment une consultation d'oncogénétique est obligatoire, avec la mise en évidence notamment de la mutation spécifique de cette maladie. Un suivi rigoureux est obligatoire pour essayer de dépister et diagnostiquer précocement ces différentes tumeurs. Les circonstances de découverte des carcinomes à cellules claires sont diverses. Elles peuvent être fortuites, après une échographie abdominale pour une raison autre, à la suite de signes neurologiques révélateurs, une hématurie macroscopique totale et récidivante, des douleurs lombaires ou une masse lombaire palpable. Elle peut se faire suite à des signes généraux révélateurs, notamment une altération de l'état général, une fièvre, ou des syndromes paranéoplasiques qui accompagnent le développement de la tumeur, comme une anémie, une hypertension artérielle, une fièvre au long cours, des syndromes inflammatoires inexpliqués, une polyglobulie ou une hypercalcémie. Parfois, le diagnostic ne se fait qu'à des stades très évolués, et notamment de tumeurs métastatiques, au niveau du poumon, de l'os ou au niveau des ganglions. Sur le plan macroscopique, le carcinome à cellules claires a plutôt un développement cortical. En effet, les cellules tumorales naissent du tube contourné proximal, donc elles siègent plutôt au niveau polaire supérieur rénal. Il s'agit d'une tumeur le plus souvent nodulaire, arrondie, siège d'une pseudocapsule. Elle ne présente pas une capsule réelle, mais c'est juste son développement qui va repousser le tissu normal environnant et créer une pseudocapsule. Le plus souvent, elle est unique. La taille est à ce moment-là de 8 cm à peu près. Dans les formes plutôt familiales et héréditaires, elle peut être bilatérale, dans 1% des cas. L'aspect macroscopique est assez évocateur. C'est une tumeur qui est jaunâtre, mais avec des remaniements hémorragiques, nécrotiques,
avec des remaniements kystiques et même des foyaux de calcification. Cet ensemble d'éléments crée l'aspect dit polychrome caractéristique macroscopiquement de la tumeur. Cette tumeur croît dans le rein, mais elle peut s'étendre en dehors du rein et elle infiltre à ce moment-là la graisse périrénale, voire la veine rénale, où elle peut engendrer même des thrombus tumoraux. Aspect macroscopique des tumeurs à cellules claires rénales. Voici le rein avec sa tumeur d'aspect jaunâtre. Pour autant, il y a des remaniements hémorragiques, un petit peu kystiques. Pareil ici, jaunâtre avec des remaniements nécrotiques et hémorragiques, voire des remaniements fibreux, et toujours l'aspect jaunâtre avec un ensemble d'autres couleurs qui l'accompagnent, donnant cet aspect dit polychrome. Encore une fois, le rein avec la tumeur, aspect mélangé, jaunâtre mais des remaniements hémorragiques et fibreux, aspect polychrome. En périphérie, cet aspect-là, c'est la pseudocapsule, ce n'est pas une capsule réelle, c'est juste le parenchyme rénal normal qui est refoulé par la tumeur qui augmente de volume et crée cette pseudocapsule. Sur le plan microscopique, le carcinome à cellules claires présente des aspects assez divers au niveau de l'architecture. Elle peut être sous forme de tube, donc tubulaire, sous forme rappelant un petit peu les alvéoles pulmonaires, donc alvéolaire, sous forme de travée plus épais, à ce moment-là on dit cordonal, ou bien former des papilles, aspect papillaire. Toujours, le stroma est plutôt assez peu développé, grêle, avec beaucoup de vaisseaux. Vaisseaux qui donneront des hémorragies qu'on a retrouvées dans les remaniements hémorragiques macroscopiques. Donc, aspect assez divers au niveau architectural. Au niveau des cellules, on a principalement des cellules claires, d'où le terme carcinome à cellules claires. Associé à ces cellules, on a aussi des cellules éosinophiles. Élément important au niveau architectural, on l'a dit tout à l'heure, c'est la présence de papilles. Vous le verrez dans la deuxième tumeur la plus fréquente, qui comporte principalement des papilles. Et ben, la présence de papilles ne veut pas dire que c'est une tumeur tubulopapillaire, ça peut être aussi un carcinome à cellules claires. Le diagnostic se fera surtout sur les cellules. Pour le noyau, il y a des atypies assez variables, de certaines tumeurs qui ont très peu d'atypies à des tumeurs qui ont beaucoup d'atypies. Ces atypies sont quantifiables et on essaiera de les grader avec ce qu'on appelait l'ancien grade de Fuhrman ou le grade de l'OMS. Donc le grade actuellement, grade de Fuhrman, qui se base sur la présence d'atypies et notamment la présence de cellules monstrueuses avec des noyaux assez atypiques et la présence de nucléoles. Est-ce qu'on le voit au faible grossissement déjà, ou bien il faut aller à un grossissement beaucoup plus important au microscope avant de le mettre en évidence? Aspect microscopique au faible grossissement. Vous notez l'aspect des cellules qui sont claires, un petit peu végétales, avec une architecture ici un petit peu cordonale ou trabéculaire. Pareil, l'aspect trabéculaire, cordonal, et les cellules avec un cytoplasme plutôt clair. Les points noirs, ce sont les noyaux. Un grossissement plus important, les cellules claires, les noyaux en périphérie, l'architecture plutôt alvéolaire, ou bien acinaire, ressemblant un petit peu tubulaire ou acinaire. Donc des tubes un peu plus gros, dits acinaires. Toujours dans l'aspect microscopique, ici on note la présence de tubes, donc aspect tubulaire, et élément important, associé aux cellules claires, on retrouve des cellules dites éosinophiles, qui peuvent être retrouvées associées aux cellules claires. Le grade nucléaire pour les atypies du noyau est scindé en 4 catégories, de 1 à 4. Il les fait selon
4 critères. La taille du noyau, petite pour le grade 1, un peu plus grande pour le grade 2 et très volumineuse pour le grade 3 et 4. Ils sont identiques. Après la taille, le contour périphérique du noyau, est-ce qu'il est régulier pour le grade 1, un peu irrégulier pour le grade 2, très irrégulier encore une fois pour le 3 et 4, identiques. Troisième critère, la présence ou pas des nucléoles. Est-ce qu'ils sont absents, grade 1, plutôt au fort grossissement, x 400, grade 2, 3 et 4, encore une fois identiques. Est-ce qu'ils sont présents à un faible grossissement déjà, grossissement x 100. Puis le quatrième critère, il sert à départager le grade 3 du 4. C'est la présence de cellules monstrueuses avec des atypies extrêmement importantes. Si elles sont présentes, on est dans le grade 4. Absentes dans les 3 autres grades. Les 4 grades sur ces 4 photos, très peu d'atypies, un peu plus d'atypies et les cellules monstrueuses avec des atypies franches, grade 4. Encore une fois, peu d'atypies, noyau de petite taille, noyau un peu plus grand, un peu plus d'irrégularité périphérique. Des atypies qui sont franches, mais pas de cellules monstrueuses avec des atypies énormes, grade 4. Quels sont les facteurs pronostiques de ce carcinome à cellules claires? Il y a des facteurs qui sont classiques, notamment l'état général du patient, plutôt fait par le clinicien, cet état des lieux. Le grade nucléaire, extrêmement important. La présence de foyers beaucoup plus indifférenciés, dit sarcomatoïdes, qui ressemblent un petit peu à un sarcome. Il faut les noter parce que c'est péjoratif et évaluer le pourcentage. Et le stade TNM, T pour la tumeur, sa taille. Est-ce qu'elle reste dans le rein ou elle le dépasse? Est-ce qu'elle envahit la veine rénale? Est-ce qu'elle envoie des métastases au niveau ganglionnaire? Et est-ce qu'il y a des métastases à distance? Les foyers sarcomatoïdes, qui ressemblent plutôt à des sarcomes, pas vraiment un carcinome de premier abord. Donc, territoire sarcomatoïde à noter et à précision au niveau du pourcentage. Les emboles, au niveau de la veine rénale, leur présence est importante pour la classification et le pronostic. Après un examen approfondi de l'APS macroscopique, le pathologiste peut poser le diagnostic et établir la classification TNM, T0, T1, T2, T3 ou T4. Il peut aussi évaluer la présence de ganglions environnants, est-ce qu'ils sont positifs ou pas. Pour les métastases, on se basera sur le bilan préclinique établi pour le patient. On a vu le facteur pronostic plutôt classique. De nouveaux facteurs existent et sortent régulièrement, notamment l'expression ou pas des anticorps anti-VEGF et de certains anticorps vasculaires anti-CD31 qui peuvent être intéressants pour le pronostic et notamment pour l'utilisation ou pas de certaines thérapeutiques ciblées qui peuvent aider à combattre la pathologie. Comme on l'a déjà dit, le traitement est essentiellement chirurgical avec une néphrectomie totale élargie. Parfois, elle n'est pas possible. À ce moment-là, on passera à une néphrectomie partielle. L'exemple type, c'est un patient qui a une tumeur, on va dire, héréditaire bilatérale. On a enlevé le premier rein dans la première chirurgie. Dans le suivi du patient, il développe une deuxième tumeur sur le rein qui lui reste. On essaiera le plus possible à ce moment-là de faire une néphrectomie partielle pour préserver la fonction rénale. Des traitements médicaux aussi existent en complément de l'acte chirurgical, l'immunothérapie
par l'interféron alpha, l'interleukine 2, et certaines thérapeutiques ciblées, notamment des anticorps anti-VEGF. Ces traitements sont plus chers et souvent laissés pour des situations métastatiques. On rentre maintenant dans les autres tumeurs malignes du rein chez l'adulte. Et on commence par le carcinome rénal, toujours à cellules claires, mais avec une particularité multikystique. En fait, c'est une tumeur du rein qui est essentiellement kystique. C'est une masse kystique qui est entourée par une capsule fibreuse périphérique. Et c'est dans cette capsule-là qu'on retrouvera des cellules tumorales. Donc c'est une masse kystique avec des septa plus ou moins fins entre les kystes. Elle est tapissée par des cellules claires dans la capsule fibreuse. Donc une tumeur avec plein de kystes. Voici les kystes, la paroi du kyste. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut aller chercher les cellules tumorales à cellules claires. Cette tumeur récemment décrite dans plusieurs publications, tous rapportent qu'elle est plutôt de bon pronostic. Pas de récidive, pas de métastase, ce qui fait que la dénomination de carcinome est sujet à débat. Peut-être que dans la future classification OMS, le terme de carcinome rénal à cellules claires multikystique laissera la place à plutôt un terme plus adapté de néoplasme rénal multiloculaire kystique de faible potentiel de malignité. C'est une nouvelle entité qui a encore du mal à trouver sa place complète dans la classification OMS. Tumeur beaucoup plus importante à connaître. Carcinome tubulopapillaire, c'est la deuxième tumeur maligne la plus fréquente avec 10% des cas. Pronostic plus défavorable que le carcinome à cellules claires. Comme pour le carcinome à cellules claires, elle comporte des formes sporadiques, mais aussi des formes familiales, où il faudra chercher des mutations, notamment du gène MET pour le type 1 des carcinomes tubulopapillaires, et du gène FH pour le type 2. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur plutôt de petite taille, mais obligatoirement supérieure à 1,5 cm. Obligatoirement supérieure à 1,5 cm. Si c'est moins de 1,5 cm, c'est autre chose. On verra ce que c'est. Pour parler de carcinome tubulopapillaire, c'est au moins 1,5 cm en taille. C'est une tumeur qui peut être multifocale, plutôt blanchâtre. Elle peut avoir des remaniements hémorragiques, mais elle a une capsule qui lui est propre. Pas une pseudocapsule, une capsule propre à la tumeur qui est épaisse. Sur le plan architectural, on retrouve des tubes et des papilles. Normal, c'est un carcinome tubulopapillaire. On peut, dans l'axe des papilles, retrouver ce qu'on appelle des lipophages. Ce sont des macrophages qui ont phagocyté du lipide et donc sont devenus gorgés de lipides. Ils ont un aspect particulier dit lipophage. Et aussi des calcifications. Ce sont des phénomènes qui sont assez courants à chaque fois qu'on a des papilles, comme par exemple pour l'ovaire ou pour d'autres tumeurs. Vous aurez accompagnant ces papilles des calcifications de lipophages, rien de particulier. Sur le plan donc architectural et sur le plan cytologique, il y a deux types, type 1, type 2. Avant d'aller voir ces deux types 1 et 2, aspect histologique avec la capsule épaisse, propre à la tumeur, les papilles, et dans l'axe, cet aspect un petit peu de cellules gorgées de quelque chose qui est un petit peu trouble, avec un petit noyau. Ce sont des macrophages qui ont ingurgité des lipides et donc sont appelés des lipophages. Vous voyez ici, ici, là, et encore là. Encore une fois, c'est un aspect qui est assez courant avec les papilles. Les calcifications, qui sont elles aussi assez courantes avec les papilles, quand il s'agit des tumeurs, il s'agirait plutôt d'une papille qui a nécrosé, qui s'est un petit peu ratatinée, avec des remaniements inflammatoires qui vont engendrer
décalcification. Phénomène, là aussi assez courant en matière de papilles tumorales. On a une tumeur qui est principalement faite de tubes et de papilles. On va aller voir les cellules pour voir est-ce que c'est un type 1 ou un type 2. Si les cellules sont pas très atypiques, c'est plutôt un type 1. Si les cellules sont plus atypiques, c'est un type 2. Donc type 1, c'est des papilles qui sont tapissées par des cellules de petite taille. Pas beaucoup de cytoplasme, on a du mal à trouver du cytoplasme. On a une couche et les atypies sont faibles. C'est un type 1. Toujours des papilles, mais avec un aspect un peu plus atypique. Les cellules sont de plus grande taille. On a un cytoplasme plutôt éosinophile. On avait du mal à voir le cytoplasme dans le type 1. Dans le type 2, le cytoplasme est plutôt éosinophile. On a un grade nucléaire plus élevé avec des noyaux qui sont pas au même niveau, pseudostratifiés. Troisième tumeur importante à connaître, le carcinome à cellules chromophobes. Troisième tumeur la plus fréquente. Pour le coup, ici, le pronostic est plus favorable que le carcinome à cellules claires. Elle aussi, elle peut être sur le plan sporadique ou associée à des syndromes particuliers. Quand elle est syndromique, elle est associée à des tumeurs, des oncocytomes, des carcinomes chromophobes, des tumeurs bénignes cutanées, un adénocarcinome du rein et des pneumothorax spontanés. Sur le plan macroscopique, c'est généralement une tumeur qui est de grande taille, volumineuse, de près de 8 cm. Elle est bien limitée, pas de capsule, homogène, beige. Ce qui est important à retenir, c'est la taille, l'aspect assez bien limité et surtout, on verra pour le diagnostic différentiel, beige et homogène. C'est le même aspect partout. Aspect macroscopique, la tumeur au niveau du rein, donc le rein, la tumeur bien limitée, on voit pas vraiment une capsule, et l'aspect beige, il n'y a pas de remaniement, c'est assez homogène. Sur le plan microscopique, les cellules sont de grande taille, pâles, avec une membrane cytoplasmique qui est proéminente. On voit bien le cadre cytoplasmique. Pour ce qui est de l'architecture, pas vraiment de tubes, pas vraiment de papilles. C'est surtout une architecture qui est compacte. C'est des massifs qui sont de grande taille. Là aussi, on va aller vers les cellules. On peut avoir des cellules claires. Attention à ne pas fausser le diagnostic. D'autant plus qu'on peut avoir aussi des cellules éosinophiles. Les noyaux sont importants à observer. Ils sont un petit peu fondus, incisurés. On peut avoir un halo couleur périphérique. Et là, il faut s'aider autant que possible d'une coloration spéciale, dite coloration de Hall, qui peut être intéressante pour le diagnostic. On a vu que c'était une tumeur qui avait plutôt un bon pronostic. Pour autant, on a quelques atypies. Donc, c'est pour cela qu'en général, on ne fait pas de grade de Fuhrmann. Si on appliquait le grade de Fuhrmann pour cette tumeur, il serait élevé, mais sans que ce soit vraiment réel, parce que par expérience, cette tumeur est plutôt de bon pronostic. Alors que si on suivait le grade de Fuhrmann, on aurait un grade assez élevé, 2, 3, qui suggérerait un pronostic péjoratif, ce qui n'est pas le cas. Donc dans le carcinome à cellules chromophobes, c'est une tumeur qu'on ne grade pas. L'aspect macroscopique, vous voyez des cellules qui sont un petit peu à cytoplasme clair, d'autres éosinophiles. Remarquez que le cadre est très cytoplasmique et très prédominant. Et quand même, on a des atypies qu'on arrive à voir même au faible grossissement ici, qui pourraient suggérer un grade nucléaire élevé si on l'utilisait pour ce carcinome, mais on ne l'utilise pas encore une fois parce que le pronostic est plutôt favorable. Donc l'aspect, regardez les atypies,
cellules claires, cellules eosinophiles. Donc diagnostic différentiel possible avec le carcinome à cellules claires. Mais ici, le pronostic est meilleur. Devant l'aspect macroscopique et l'aspect cytologique avec des cellules volumineuses mais avec cette membrane cytoplasmique très épaisse, pensez à faire une coloration spéciale, la coloration de Hall, qui reviendra positive et va nous conforter pour le diagnostic. Quatrième tumeur importante à connaître, carcinome des tubes collecteurs de Bellini. Parfois on l'appelle carcinome des tubes collecteurs, parfois carcinome de Bellini, le terme carcinome des tubes collecteurs de Bellini. Elle n'est pas si fréquente que ça, moins de 1% des carcinomes du rein. Et là, un point particulier à connaître, c'est le point de départ qui est plutôt médulaire. Les autres tumeurs sont plutôt corticales. Il y a 2 tumeurs qui ont un point de départ médulaire. Voici la première. Elle a un très mauvais pronostic. Généralement, déjà au diagnostic, les métastases existent déjà. Donc l'aspect macroscopique avec une tumeur qui est médulaire mais qui s'étend rapidement, qui est assez mal limitée, blanchâtre, avec une taille au diagnostic en moyenne de 5 cm. Sur le plan microscopique, elle peut se développer en massif, donc des globules massifs, voire des tubes ou des papilles. L'aspect le plus caractéristique de ces tumeurs, c'est que les cellules sont larges, acidophiles, donc orangées un petit peu, avec un noyau proéminent. Il est très important et donc déforme un petit peu le cytoplasme, donnant l'aspect dit en clou de tapissier. La stroma-réaction est très fibreuse, donc desmoplastique, ça veut dire très fibreuse. Il faut essayer de rechercher dans les tubes collecteurs avoisinants des signes déjà d'atypie au niveau des cellules, donc des signes dysplasiques dans les tubes collecteurs avoisinants. Ça peut aider au diagnostic de carcinome des tubes collecteurs de Bellini. Aspect histologique avec un aspect un petit peu avec des tubes et des cellules qui sont très atypiques avec des noyaux qui bombent un petit peu dans cette lumière tubulaire avec un cytoplasme très fin au maximum en regard du noyau et donc aspect dit en clou de tapissier assez caractéristique pour le diagnostic. Les atypies sont très très franches et très très évidentes. Dernière tumeur maligne de l'adulte du rein à connaître, c'est le carcinome rénal médulaire. Il touche plutôt le jeune qui a un antécédent de drépanocytose. Tumeur chez un jeune qui est suivi pour une drépanocytose, ça nous fait penser à un carcinome rénal médulaire. C'est une tumeur qui siège dans la médulaire, rien de particulier, de caractéristique au niveau macroscopique. Et même en microscopie, l'architecture peut être en réseau, donc réticulaire, des cordons, des amas, des tubules, rien de très caractéristique. Elle peut s'accompagner de mucine dans le cytoplasme au niveau des cellules tumorales. Mais élément très important si on le trouve, qui va nous orienter et nous guider pour le diagnostic, si on trouve des cellules drépanocytaires, donc des cellules sanguines anormales, dans la tumeur, c'est un élément très évocateur du diagnostic. Après les tumeurs malignes de l'adulte, on passe aux tumeurs bénignes de l'adulte. Première tumeur à étudier, c'est le groupe des tumeurs épithéliales. Premier diagnostic, adénome papillaire. C'est une tumeur qui est particulière, de petite taille, jaunâtre macroscopiquement, surtout, élément clé pour le diagnostic, sa taille doit être inférieure à 1,5 cm. Si elle est supérieure à 1,5 cm, on est plutôt dans le carcinome tubulopapillaire.
On avait dit tout à l'heure pour le carcinome tubulo-papillaire qu'il devait être obligatoirement supérieur à 1,5 cm. Donc voilà pourquoi. Pour les tumeurs papillaires de 1,5 cm, on est dans l'adénome papillaire. Pour les tumeurs de plus de 1,5 cm d'architecture papillaire, on est plutôt dans les carcinomes tubulo-papillaires. Donc c'est une lésion de petite taille obligatoirement, non encapsulée. Donc le critère taille a évolué. Avant il était de 0,5, maintenant il est de 1,5 cm. Le siège est plutôt cortical. Sur le plan microscopique, on doit avoir des papilles, des tubes, parfois on peut avoir même des cordons. Les cellules sont régulières, pas atypiques. On peut avoir des éléments inflammatoires dans le stroma, mais elles ne doivent pas ressembler aux autres carcinomes. On avait dit qu'on écartait par la taille le carcinome tubulo-papillaire, mais elle ne doit pas ressembler aux autres cancers, notamment carcinome à cellules claires, chromophobe ou des tubes collecteurs. L'aspect histologique, c'est une tumeur. L'architecture papillaire, on mesure la taille macroscopiquement et histologiquement. Elle doit être au maximum de 1,5 cm pour poser le diagnostic. Autre aspect, les papilles sont évidentes ici. Élément capital, mesurer la taille. Au plus fort grossissement, les cellules de petite taille sur des papilles, pas très atypiques. Encore une fois, la taille est importante. Papilles, pas beaucoup d'atypie, aspect assez tranquille. La taille est inférieure à 1,5 cm, adénome papillaire. Deuxième tumeur rénale bénigne de l'adulte dans sa composante épithéliale, c'est l'oncocytome. Important à connaître car lui aussi présente un diagnostic différentiel avec une tumeur maligne qu'on vient de voir. C'est une tumeur qui est arrondie, encapsulée, plutôt homogène, c'est une tumeur bénigne. La taille est de 4 cm, la couleur est plutôt brunâtre, avec une cicatrice centrale, fibreuse, d'aspect stellaire étoilé. Vous l'avez peut-être deviné rien qu'à la macroscopie, l'aspect d'une tumeur brunâtre, brun beige. Le diagnostic différentiel est avec le carcinome chromophobe. Le diagnostic entre les deux est aussi aidé par la macroscopie. C'est des tumeurs. Pour l'une, présente une cicatrice fibreuse, c'est l'oncocytome. Pour l'autre, il est homogène, beige homogène. Donc la présence de cicatrice fibreuse, élément capital pour le diagnostic de l'oncocytome et notamment pour exclure le diagnostic différentiel de carcinome chromophobe. Donc le diagnostic macroscopique, donc une tumeur du rein, donc le rein normal, la tumeur brunâtre avec une cicatrice centrale étoilée, stellaire, importante pour le diagnostic. Cicatrice stellaire dans une tumeur qui est brunâtre. La cicatrice qui aide au diagnostic différentiel avec le carcinome chromophobe. Donc sur le plan microscopique, on peut avoir des papilles, on peut avoir des tubes, des kystes. Les cellules sont plutôt de grande taille, avec un cytoplasme plutôt flou, éosinophile, donc rosé, et le tissu interstitiel grêle. Donc un aspect un petit peu de cellules un petit peu rose, assez monotone, assez homogène. Il faut penser à l'oncocytome, surtout si on a la cicatrice fibreuse en macroscopie. Dernière tumeur bénigne de l'adulte, importante à connaître, mais sur le versant mésenchymateux, non épithélial. Mésenchymateux, c'est l'angiomyolipome. Importante parce que c'est d'abord la tumeur bénigne la plus fréquente. Elle touche les femmes jeunes. Elle peut être
sporadique ou entrer dans une entité, notamment la sclérose tubéreuse de Bourneville, où on peut avoir plein d'angiomyolipomes, notamment dans les deux reins. Dans ces syndromes particuliers, on peut avoir des angiomyolipomes, d'autres tumeurs, les amartomes multiples, on peut avoir des atteintes mentales et des adénocarcinomes du rein. C'est des tumeurs de petite taille, sous-capsulaires, mais parfois ils peuvent aller vers une tumeur volumineuse. Attention à ce moment-là, à ne pas partir sur le diagnostic d'une tumeur maligne. Donc attention, parfois l'aspect peut être trompeur. Aspect macroscopique avec des tumeurs un petit peu parsemées au niveau rénal. Aspect macroscopique des tumeurs de l'angiomyolipome. Sur le plan histologique, angio, myo, lipome. 3 contingents: adipeux, musculaire lisse et vasculaire. Donc vasculaire pour angio, myo pour musculaire lisse, lipome pour le contingent adipeux. Donc ces 3 contingents sont retrouvés dans la tumeur à des proportions variables. Parfois beaucoup plus d'adipeux que de muscles lisses, peut-être un peu plus de vaisseaux que d'adipeux. C'est un mix, mais on a les 3 composantes qui forment la tumeur angio, myo, lipome. On passe aux tumeurs rénales de l'enfant et le chef de file, la tumeur que l'on doit retenir à ce stade, c'est le néphroblastome. C'est la tumeur rénale la plus fréquente de l'enfant. C'est jusqu'à 10% des néoplasies de l'enfant. Avant 3 ans, elle peut avoir des formes associées à des malformations. Et sur le plan clinique, elle peut apparaître par une masse abdominale, parfois par une altération de l'état général, voire un ictère ou une hématurie. Pensez au néphroblastome, surtout chez l'enfant de moins de 3 ans. Élément extrêmement important à retenir pour le néphroblastome. C'est l'une des rares tumeurs où le médecin traitant traite le néphroblastome par une chimiothérapie avant le diagnostic histologique. Le diagnostic histologique arrive généralement après avoir donné de la chimio et donc on va enlever le rein d'emblée pour l'emmener à l'anapathe. Parce qu'il y a un risque énorme, si on va biopsier un néphroblastome, qu'il y ait une dissémination de la tumeur dans la cavité abdominale et le pronostic est très fâcheux dans ce cas. Donc, quand on a un aspect clinique particulier, un enfant de moins de 3 ans, une clinique évocatrice, de l'imagerie évocatrice, le médecin traitant passe directement vers la chimiothérapie parce que c'est une urgence. Il faut traiter en urgence l'enfant et il ne faut pas risquer la dissémination tumorale. Donc chimiothérapie, chirurgie, et c'est à ce moment-là que la pièce arrive à l'anapathe. Donc en chirurgie, c'est une néphrectomie, on enlève tout le rein et la pièce arrive chez l'anapathe pour confirmer le diagnostic qu'on suspectait tous de néphroblastome et de juger de la qualité de la réponse au traitement. Est-ce que le traitement est efficace ou pas? Est-ce qu'il y a une dissémination ou pas de la tumeur? Bon. Sur le plan macroscopique, je répète, on reçoit la pièce après chimiothérapie. Et on reçoit toute la pièce, tout le rein. Pas de biopsie pour le néphroblastome. Quand on reçoit la pièce, la tumeur est généralement bien limitée, entourée d'une pseudocapsule. L'aspect est remanié par un traitement de chimiothérapie. Donc l'aspect est lobulé, blanc grisâtre, mais avec des remaniements kystiques, des remaniements hémorragiques, des remaniements nécrotiques et calcifiés, des remaniements du fait à la progression de la tumeur, qui est rapide, mais aussi à l'effet thérapeutique de la chimio que l'enfant a déjà pris.
Donc, voici la pièce qu'on reçoit. C'est un rein au complet qui est reçu, qui est ancré à l'état frais. Puis on l'ouvre et on va aller chercher la tumeur. Ici, on va voir ses rapports avec le rein normal, avec la capsule périphérique qu'on a ancrée, pour voir si la capsule est atteinte ou pas. Ça a un rôle important pour stadifier la tumeur. Donc, aspect du néphroblastome. Donc voilà, la tumeur, le rein résiduel, ses rapports, et on va essayer de voir si c'est limité au rein ou le dépasse, notamment au niveau de la capsule. Sur le plan microscopique, l'aspect est assez variable, mais en général, le néphroblastome est lui aussi l'association en proportion variable de structures épithéliales, mésenchymateuses et d'une composante indifférenciée qu'on dit blastème indifférencié. En pratique, on va avoir des éléments de la composante épithéliale sous forme de tubes ou d'ébauche de glomérules. Donc, c'est une tentative de former un rein normal. Donc, des tubes et des glomérules. On va avoir une composante mésenchymateuse faite de fibroblastes, de cartilage ou de muscles lisses. Et on va avoir une composante indifférenciée, blastémateuse. Ce sont des cellules où on n'a pas une différenciation particulière. Donc, noyau basophile, très foncé et peu de cytoplasme. Et selon la proportion de ces structures, on va avoir un néphroblastome triphasique si on a les trois composantes, biphasique, juste deux composantes, épithéliale, mésenchymateuse, épithéliale, blastémateuse, mésenchymateuse et blastémateuse, ou parfois, on va avoir une seule composante, monophasique, seulement épithéliale, seulement mésenchymateuse. L'aspect histologique du néphroblastome, appelé aussi tumeur de Wilms, on va avoir des tubes, composante épithéliale, tissu conjonctif, composante mésenchymateuse, avec une petite composante ici, blastémateuse. Donc, tube, 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 mésenchymateuse, composante un petit peu blastémateuse, ici et là. Toujours l'aspect du néphroblastome avec les trois composantes ici, tubulaire, avec la flèche bleue, mésenchymateuse, avec la flèche verte, blastémateuse, la flèche rouge. Toujours contingent épithélial avec des tubes. Contingent blastémateux ici avec des cellules un petit peu indifférenciées. Ces structures-là sont des rosettes et des pseudo-rosettes qui sont évocatrices aussi de la composante indifférenciée blastémateuse. La composante mésenchymateuse qui ressemble à des fibroblastes, donc fibroblastic-like, dans le contingent mésenchymateux dans cette tumeur. Toujours dans l'examen microscopique d'une pièce de néphroblastome, un élément pronostique est important à rechercher et à rapporter dans le compte rendu. C'est la présence ou l'absence de ce qu'on appelle les foyers d'anaplasie. Les foyers d'anaplasie, c'est la présence de foyers mitotiques multipolaires qu'on doit s'acharner à chercher et à rapporter si on les trouve. Si on les trouve, on va aussi rapporter leur étendue. Sont-ils retrouvés sur toute la pièce opératoire? À ce moment-là, on a des foyers d'anaplasie diffus. Ou bien sont-ils juste localisés à une portion de la tumeur et donc ce sont des foyers focaux d'anaplasie. Élément pronostic à rapporter dans le compte rendu. L'évolution peut être agressive avec des métastases hématogènes et ganglionnaires. Risque extrêmement redoutable, c'est la rupture. La rupture est un facteur péjoratif très très grave dans l'évolution de la tumeur chez ces enfants. S'il y a de la rupture de la capsule de la tumeur, le pronostic est vraiment engagé. C'est pour cela, comme on a dit, pas de biopsie,
pour ne pas rompre la capsule et essaimer la tumeur. Et deuxièmement, le chirurgien, lorsqu'il enlève le rein, prend toutes les précautions pour ne pas rompre la capsule. C'est pour cela que la pièce vient intacte et c'est l'anapathe qui procède à l'ouverture de la pièce. Le traitement, ces dernières années, a modifié énormément le pronostic. La chimiothérapie initiale, la chirurgie qui suit, l'examen anatomopathologique et selon les données de ce compte rendu anapathe et selon le degré de réponse au traitement chimiothérapie de la tumeur, on va évaluer l'ajout d'une chimiothérapie post-opératoire ou d'une radiothérapie. Si la tumeur répond très bien, on peut s'en passer. Sinon, si la tumeur est très agressive, on peut ajouter une autre séance de chimiothérapie après traitement opératoire. Certains diagnostics différentiels sont assez fréquemment soulevés à l'étape plutôt avant la pièce opératoire, notamment le neuroblastome. Par la clinique, par l'examen radiologique, on peut avoir ce diagnostic différentiel. Les facteurs pronostiques pour le néphroblastome, c'est d'abord l'âge, jeune ou un peu plus âgé. Est-ce que c'est un enfant de bas âge ou d'un enfant d'un âge un peu plus élevé? Et surtout, le stade tumoral. Le stade tumoral avec une classification particulière. Est-ce que la tumeur est rompue ou pas? Donc, est-ce que la capsule est intacte ou pas? Est-ce que le rein est complètement enlevé ou pas? Est-ce que la tumeur s'étend au-delà du rein? Est-ce qu'on a enlevé toute la tumeur ou pas? Est-ce qu'elle s'étend au-delà du rein et que l'ablation n'est pas complète, mais sans métastase, avec des métastases? Ou bien est-ce qu'il y a des tumeurs bilatérales? Et pour le coup, on va stader chaque tumeur séparément. Enfin, beaucoup moins fréquent, le rein peut aussi être le siège de tumeurs type lymphomateuses. Le plus souvent, c'est secondaire. Le lymphome est primitif ailleurs et l'étape rénale n'est qu'une extension de la tumeur du lymphome au niveau du rein. Le lymphome le plus fréquent est le lymphome B à grande cellule. Enfin, on a vu au début du cours que le rein pouvait donner des métastases, mais il peut aussi être le siège de métastases de tumeurs à distance. C'est assez exceptionnel, mais ça reste dans le domaine du possible. Les tumeurs malignes du rein sont dominées par les tumeurs malignes. Le néphroblastome chez l'enfant, le carcinome à cellules claires chez l'adulte. Toujours chez l'adulte, d'autres tumeurs malignes sont importantes à connaître. Mais aussi, certaines tumeurs bénignes, parce qu'elles peuvent prêter à confusion avec des tumeurs malignes. Donc leur connaissance et de bien savoir poser le diagnostic est primordial pour ces tumeurs bénignes. Le pronostic des tumeurs rénales est variable. Des tumeurs d'assez bon pronostic et d'autres de très mauvais pronostic. La prise en charge est multidisciplinaire. Elle doit être la plus précoce possible pour permettre un diagnostic précoce et améliorer le pronostic. De plus en plus, de nouvelles thérapeutiques améliorent encore plus le pronostic. C'est le cas des thérapeutiques ciblées.